Salam alaikum wa rahmatullah. Azoul, bienvenue, très chers téléspectateurs, à ce nouveau numéro de Sans détour. Je suis très heureux de recevoir dans nos studios M. Razi Hidoussi, ancien ministre des Finances et de l'Économie au sein du gouvernement de M. Mouloud Hamrouch. M. Hidoussi, bienvenue parmi nous. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. M. Hidoussi, vous faites partie de ces hauts cadres de l'État qui ont choisi de quitter l'Algérie il y a plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que vous avez choisi un exil en France. Quelle a été votre motivation? Pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Très bien, je n'ai pas choisi de quitter l'Algérie. Je n'ai jamais choisi de quitter l'Algérie et je ne l'ai pas pensé. Je suis parti parce que j'étais dans une situation extrêmement dangereuse. Tout d'abord, avant de vous répondre, je souhaite vous dire quand même que je suis vraiment flatté d'être ici. J'ai rencontré une équipe d'Algériens. Il y a des jours, longtemps, je ne vois pas des Algériens. Extrêmement dynamiques, extrêmement soudés. Et pour moi, politiquement, une bonne équipe soudée, c'est une excellente nouvelle. Surtout dans des endroits pareils. Donc pour revenir à mon départ, donc je suis parti parce que j'étais en danger, tout simplement. Je ne pouvais plus rester chez moi. Et je ne pouvais plus agir et j'étais menacé tous les jours. J'étais attaqué à la maison, j'étais menacé tous les jours. Et en fait, il s'est passé une chose importante, que peut-être une erreur de ma part, c'est que quand j'ai quitté le gouvernement, que j'ai conclu, au moment où je quittais le gouvernement, que la tâche de réforme faite de manière lente et pacifique avait échoué, allait s'ouvrir une période de violence. C'était clair, je le comprenais comme ça. Et mon souhait à l'époque, c'était d'éviter cette période de violence. Et j'étais rentré en rapport avec la direction, ce qui restait de direction de FIS à l'époque, avec Hachani et beaucoup de ses adjoints, pour essayer de réfléchir à la manière de s'en sortir de façon un peu plus calme et de façon pas trop risquée de cette situation. Voilà, et la situation est devenue encore plus dangereuse parce qu'à partir de ce moment, je ne pouvais pratiquement plus parler à personne. J'étais vu comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, d'un aventurier, politiquement, c'était comme ça qu'on me voyait. Et donc j'étais obligé de partir et je suis parti pour 6 mois en fait. Je suis parti pour quelques mois et voilà, ça fait 24 ans que je suis dehors. Alors la raison, pourquoi 24 ans? Parce que il n'y a pas de possibilité de rentrer en Algérie sans se taire et je refusais de me taire. Très bien. Monsieur Hidoussi, vous êtes sans savoir que le président Bouteflika s'est porté candidat pour un 4e mandat. Et il y a eu des Algériens aujourd'hui qui sont sortis dans la rue. On va juste suivre cette petite vidéo qui vient de nous être parvenue. Et je vous laisse, très chers téléspectateurs, regarder cette courte vidéo et après je reviendrai. احنا ضد العهدة الرابعة، احنا ضد العهدة الرابعة. هو في تما ريح تما راك هو في تم جورناليست هيا يا رجال هيا لا وجدان الديانات الجزائر هي لا وجدان هيتك
Bousseina Jedouani, mes très chers téléspectateurs, est avec nous. Bousseina, Ahlan Bik, vous étiez présente lors de cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans la situation? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Pourquoi cette manifestation qui, de prime abord, semblait pacifique, a dégénéré? Pourquoi les forces de l'ordre ont embarqué plusieurs citoyens Manu Militari, comme on vient de le voir, dans des fourgons de la police? Bonsoir Mehdi, bonsoir pour votre invité plutôt. Eh ben, ce matin, il y a eu un attroupement pour réclamer et pour protester contre le 4e mandat du président Bouteflika. Après ces déclarations, en descendant de chez moi, vu que j'habite à côté d'Audin, donc je vois un attroupement de patrouilles de police, entre 4x4, camions blindés et plus les paniers à salade qui embarquent les gens. En somme, un policier pour chaque citoyen. En fondant la foule pour essayer d'interroger les protestants, les policiers n'ont pas cessé de nous tarabuster et de nous repousser violemment. Dès que quelqu'un osait parler librement, ils se ruaient sur lui pour l'embarquer de force. Mais le plus choquant, c'est qu'ils se sont pris à des personnes très âgées. J'ai assisté à la scène, il y avait un homme qui dépassait les 70 ans et qui se plaignait de la chagra. Il a été embarqué de force. Une vieille de 70 ans environ qui était tirée sur le sol avec une sauvagerie franchement, je perds les mots parce que fallait y être, il fallait assister. Et son seul tort, cette dame, c'est qu'elle demandait pourquoi ils ont tué son fils de 16 ans. Et là, on parle des années 92. Donc, dès que ça parlait des années 92, on embarquait les gens, c'était des ruées, on a embarqué des journalistes, on a embarqué des photographes, on a embarqué des citoyens, des vieux, des jeunes, qui, leur seul tort, plutôt, c'était de s'exprimer et dire qu'il faut arrêter cette mascarade. Il faut arrêter cette mascarade. Un 4e mandat, tu crois encore, monsieur? Ce n'est plus une république démocratique. Je dirais que c'est un système despotique. On est sous une dictature. Si on n'est plus démocrate, si personne ne peut exprimer son avis librement, comment peut-on appeler ça une république démocratique? Et comment peut-on voter ou accepter la 4e candidature de quelqu'un qui n'est même pas capable de faire sa déclaration lui-même? Très bien, merci beaucoup Bousseina Jedouani. Vous étiez en direct avec nous depuis Alger. Je reviens à vous, Monsieur Hidoussi, votre sentiment après avoir suivi cette vidéo. Le président Bouteflika nous a envoyé une longue lettre qui a été lue dans la presse nationale et dans la télévision nationale. Il a assuré l'Algérien que les prochaines élections allaient se dérouler dans une atmosphère de liberté et de totale transparence. Apparemment, ce n'est pas le cas. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que sa candidature,
j'ai un seul sentiment, c'est que vraiment une très mauvaise initiative. Ceux qui ont pensé à cette initiative ont fait une grossière erreur, parce que comme on vient de le dire, c'est quelque chose de choquant. Et ce quelque chose d'énormément choquant a provoqué cette brutale explosion des gens. Et je remarquerai ici qu'il y a beaucoup de femmes parmi celles qui ont été arrêtées immédiatement aujourd'hui. Donc voilà, l'initiative a provoqué quelque chose. Il faut voir qu'est-ce qu'elle a provoqué. Ce qu'elle a provoqué et en quoi elle tient mal. Et vraiment, je ne féliciterai pas ceux qui ont fabriqué, qui ont l'habitude de fabriquer des événements. Ils auraient pu fabriquer n'importe quel candidat et le faire élire, parce que ça fait partie du système. Mais là, ils ont mal fait pour une fois. Et je pense que le choc est très profond au niveau algérien d'une manière générale. Et nous sommes en train de vivre une période où les gens ont compris, c'est surtout ça que je voudrais dire, ont compris que le système tel qu'il existe est fini. Arriver à faire de telles erreurs, à mettre en candidat une personne qui se trouve dans cette situation physique, montre que le système est mort de l'intérieur. Bien sûr, ceci est inquiétant, mais ceci pour moi, en tant qu'Algérien et pour tous les Algériens, c'est un grand moment politique. Vous savez, les moments politiques, on les sent venir, on ne sait pas comment ils viennent, mais là, je constate qu'on est dans une situation où un monde ancien est en train de disparaître. Pour une fois, on a poussé trop loin la plaisanterie et ceci montre que le monde est en train de disparaître et nous sommes en train de vivre un nouveau monde. Voilà, moi je suis dans cette situation. Très bien, M. Heddoussi. Monsieur Soufiane Djilali, président du parti Djil Jadid, vous êtes avec nous en direct depuis Alger. Vous êtes candidat aux élections présidentielles prévues en avril prochain. Apparemment, vous avez décidé de jeter l'éponge, Monsieur Soufiane Djilali. Les images qu'on vient de voir vous donnent entièrement raison. Apparemment, le citoyen algérien n'a pas droit de citer dans cette campagne électorale. Ce qui se passe était prévisible. Moi, ce matin, officiellement, je n'ai pas jeté l'éponge, mais en fait, j'ai décrit le processus électoral qui s'est transformé en processus de coup d'État. Et donc, il n'y a plus d'élection en réalité, même si le décor est toujours installé. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour participer à ce type de mascarade. Donc, je condamne totalement ce processus. Il n'y a plus d'élection et c'est pour cela que je ne me sens pas du tout candidat et je m'abstiendrai de présenter mon dossier de candidature au Conseil constitutionnel, bien que les 60 000 signatures aient été réunies et qu'il y ait des avantages au bout pour ceux qui se présentent, puisqu'il y aurait une lourde subvention. Notre parti est jeune, il n'a pas les moyens, on aurait pu être tenté par ne serait-ce que parler, essayer de défendre notre image tout en gardant une subvention. Nous avons refusé de rentrer dans cette compromission. C'est un régime qui est en fin de parcours, qui doit s'en aller. Et il faut l'aider à partir. Et ceux qui pourront l'aider, c'est le peuple. Parce qu'en fin de compte, c'est un régime aux abois qui a peut-être les apparences d'un pouvoir fort avec l'argent, avec les moyens de répression, avec les instruments de propagande, mais en réalité, il est extrêmement faible. D'ailleurs, il n'a pas pu remplacer un homme mourant par un homme capable de rassembler les mêmes clientèles et les mêmes coteries, ce qui signifie que les divisions à l'intérieur et les contradictions sont immenses et il est incapable de proposer quelque chose d'honorable pour la suite. De l'autre côté, l'opposition est encore affaiblie parce qu'elle a été dispersée, elle a été réprimée. Il y a eu beaucoup d'argent sale pour acheter certaines consciences. Je suis malheureux de le dire, mais des partis politiques qui avaient représenté le courant démocrate ont finalement cédé à la tentative. On a l'impression qu'ils ont vendu leur âme. Et donc, il y a une opposition beaucoup plus maintenant apparente, mais en réalité, dans le fond, l'opposition a une position morale et politique beaucoup plus forte. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire balancer la décision finale? Eh bien, c'est évidemment le peuple. Il faut revenir au peuple. Nous, à Djil Jadid, nous en faisons partie et c'est à ses côtés que nous allons continuer notre combat.
C'est pour ça que nous avions soutenu la manifestation d'aujourd'hui. Nos militants y étaient en masse. Plusieurs ont été embarqués. Juste à l'instant, avant le début de l'émission, je recevais une quinzaine de citoyens qui venaient d'être libérés, puisqu'ils avaient été embarqués dans plusieurs commissariats à la... Très bien, monsieur Soufiane, s'il vous plaît, vous faites partie de ces nouveaux candidats, de ces nouveaux visages qui étaient les plus remarqués durant cette campagne. Énormément de jeunes Algériens vous ont soutenu en Algérie et à l'étranger, surtout dans les plateformes Facebook, etc., électroniques. Ne pensez-vous pas que votre retrait va être considéré comme une bouffée d'oxygène pour ce régime? Pourquoi ne restez-vous pas, comme on dit en Algérie, et continuez votre force et votre lutte? Parce que le peuple, comme vous le dites si bien, a besoin d'une élite qui joue le rôle de la locomotive. Il y avait cette possibilité, nous en avions discuté très longuement hier lors du Conseil national avant d'arrêter définitivement notre position. Mais lorsque le match est joué à l'avance, que voulez-vous faire sur le terrain? On nous affublera immédiatement du terme peu glorieux de lièvre, ce que je refuse catégoriquement. Il ne faut pas rentrer dans des jeux malsains. Le moment est venu pour que tout le système soit délogé. Il n'est pas question qu'il y ait de quatrième mandat, il n'est pas question qu'il y ait une prolongation de vie à ce système. Participer à ce scrutin, c'est le légitimer. On sait tous que les deux scénarios probables sont maintenant plus clairs. Le premier scénario est que le clan présidentiel réussit son coup de force et marchera sur l'ensemble de ses opposants et écrasera tout sur son passage. Il y a déjà des menaces directes. Nous en recevons quotidiennement à travers des représentants d'autres partis qui soutiennent le président. Nous savons que nous sommes en difficulté de ce point de vue-là, mais nous assumons. Donc si Bouteflika et son clan réussissent, c'en est fini pour le pays et il nous mènera inéluctablement vers le désordre. Le deuxième scénario possible est que si le peuple se reprend en charge, assume sa souveraineté et intervient en masse ici à Alger, mais aussi dans toutes les wilayas, dans tous les quartiers, dans les réseaux sociaux, partout où il peut agir, il faut qu'il agisse. À ce moment-là, ce processus mortifère tombera et une nouvelle voie pourra s'ouvrir. Je pense avec des représentants des différents courants politiques, des hommes qui sont connus pour leur probité morale, pourront éventuellement recoller les morceaux dans une phase de transition qui soit courte, qui prépare à de vraies élections ouvertes et qui sera couronnée par la sortie de toutes les institutions du jeu politique, en particulier je pense à l'armée qui n'aura plus à intervenir dans le champ politique, n'aura plus à soutenir les dictateurs et ses compagnons, ceux qui sont en train d'usurper le pays. Il en a marre de ces gens-là, le peuple en a marre et c'est au peuple maintenant et de ne plus se résigner. Monsieur Soufiane Djilali, président du parti Djil Jadid, merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Hidoussi, c'est l'un des candidats les plus jeunes qui apparemment se retire de la compétition. Les anciens visages reviennent à la rescousse, peut-être du président, peut-être pour jouer la même musique qu'on a jouée sur le Titanic. Ce président moribond, comme l'a décrit la presse française, revient à la charge. C'était une option très très lointaine. Maintenant, il s'avère que le président Bouteflika veut garder la même mise sur l'Algérie. Pourquoi tous ces gens-là, jeunes, qui viennent avec un nouvel esprit, finalement sont désespérés à ce point-là lorsqu'il s'agit de l'Algérie, en l'occurrence M. Soufiane Djilali et M. Rachid Nekez? Je remarque que je l'écoute depuis tout à l'heure. Il a commencé par être candidat dans le système. En attendant que le système bouge, il finit en disant c'est terminé. Il faut que l'opposition se mobilise et l'opposition est d'accord pour se mobiliser, pour se changer de système. Ça, c'est quelque chose de très important parce que tout le monde parle le même langage. Quelle que soit la manière de le parler, on sent que le système est fini. Ça, c'est important. Et pour les gens, il faut qu'ils changent. Alors la question, c'est comment ils changent et quelles sont les erreurs à ne pas faire. C'est surtout ça qui est important. L'opposition a eu deux grandes faiblesses. La première,
c'est de ne pas avoir suivi le peuple. Aujourd'hui, il a parfaitement raison, sans le peuple, on ne peut pas avancer. Sans le peuple, l'armée ne peut pas rester une armée solide et une armée capable de défendre le pays. Voilà où se situe la question. Mais comment l'opposition peut mobiliser le peuple? Il y a une erreur, une deuxième erreur qui a été faite. Tout le monde fait des erreurs politiques. C'est que cette opposition a suivi le calendrier et les promesses du régime. Et en suivant le calendrier et les promesses du régime, elle se trouve aujourd'hui devant la vérité qui éclate, qu'elle ne peut pas refuser. Par contre, elle n'a pas le temps, ou elle n'a pas eu le temps de se mobiliser vis-à-vis du peuple. Et je crois que maintenant, le moment, il l'a dit en disant il nous faut quelques mois, mais c'est le moment pour l'opposition de ne pas faire une erreur. Et je reviens à la 4e élection, à cette élection. Il ne faut pas que les gens suivent le calendrier du régime. Le calendrier est mourant. Il faut qu'il y ait un calendrier du peuple. Il faut que l'opposition se libère de ce calendrier. Elle a un objectif maintenant. C'est comment changer de régime. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelles mesures prendre? Comment se mobiliser pour qu'il n'y ait pas de situation grave? C'est là où il faut travailler aujourd'hui. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ça le deuxième mandat. Sortir du calendrier de l'État, qui n'a rien d'apporté, que ce soit dans un mois, dans 6 mois ou dans un an, et faire un calendrier de mobilisation des gens. Très bien. Si on revient, M. Hidoussi, si vous le permettez, au volet économique, beaucoup d'observateurs vous situent dans les visages qui ont changé, qui ont voulu changer la donne économique en Algérie. Vous et l'équipe de Hamrouche êtes considérés comme les réformateurs économiques en Algérie. On a mis un stop, un holà à votre action en vous retirant ce mandat-là. Pourquoi, d'après vous, l'Algérie, depuis 1988, n'a de cesse d'être en perpétuelle mutation, mais malgré la manne financière qui existe actuellement en Algérie, le saut qualitatif du point de vue économique n'a pas été réalisé en Algérie? Si vous voulez, notre force, quand on est venu, on faisait de l'économie avant. Moi, j'étais au plan pendant 15 ans et on luttait au plan, mais on n'arrivait pas à quelque chose. Je le faisais aussi à la présidence. Il a fallu une condition. La condition, c'est que au sommet, l'équipe politique a une direction et a une politique. Quand au sommet, il y a une politique, que les gens savent où ils vont, à partir de ce moment-là, on peut faire de la bonne économie. Je n'ai pas fait de la bonne économie parce que je suis un bon économiste. On a fait, puisqu'on le reconnaît, 20 ans après, de la bonne économie parce qu'on avait une direction politique. Et depuis que nous sommes partis, il n'y a pas eu de direction politique. Notre remplacement par un coup d'État militaire en 1992 est le remplacement de gens qui n'avaient aucune pensée politique et donc aucune pensée économique. Ils pouvaient emmener les meilleurs cadres de l'Algérie, ces cadres ne pouvaient pas exprimer une pensée. J'exprime, les directeurs généraux des entreprises n'avaient aucune responsabilité. Quand on était au pouvoir, le directeur des impôts avait une responsabilité qui dépassait celle du gouvernement. On l'oublie. Le gouverneur de la Banque centrale avait une responsabilité supérieure à celle du chef de l'État. Donc le chef de l'État ne pouvait pas toucher à la monnaie. Pas le gouvernement, le chef de l'État. De même que le directeur des impôts, de même que le directeur du Trésor, de même que les fonds de participation, qui étaient la direction des entreprises, qui menaient le service public. Et donc ces gens-là se sont montrés très capables. En quelques mois, ce ne sont pas des Algériens que nous avons recrutés dans une équipe politique, ce sont des Algériens que nous avons trouvés. Nous en avons bousculé quelques-uns, évidemment. Et il y a eu des jeunes, des nouveaux, mais les gens étaient capables de faire quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'en 1990, on n'avait pas un sou, puisqu'on était à 95% d'endettement, on n'avait pas un sou dans le Trésor, et pourtant il y a eu plus de 9 milliards de dollars d'investissements. Et ces investissements sont venus d'entrepreneurs qui se retrouvaient à la Chambre de commerce, c'était les mêmes, qui étaient très mauvais auparavant et qui sont devenus bons, parce qu'ils ont eu confiance. Très bien. Monsieur Bouteflika, lors de son premier mandat, n'a eu de cesse de dire que
son but premier, c'était d'assainir l'économie et d'en faire une économie très forte. Malheureusement, il y a eu énormément de scandales lors de son règne, l'affaire Khalifa, l'affaire Chekib Khalil, les scandales Levalin et Sonatrach. Est-ce que Bouteflika finalement s'est montré trop faible par rapport à cette mafia politico-financière dont vous parlez dans votre livre, qui n'a pas permis à l'Algérie de réaliser son émergence? Il y a deux choses. Il faut les traiter ensemble. Il y a une chose qu'il faut que les Algériens comprennent. Lorsque nous sommes partis, le FMI est venu. Moi, je suis sorti le 2 juin. Le 4 juin, le FMI était à Alger. Et le 4 juin, le Premier ministre répondait aux ordres du FMI. Que voulez-vous que le FMI dise à l'Algérie? Il ne peut que lui dire, vous gardez votre argent chez nous pour nous rembourser et vous faites une Algérie, et c'est les mots du FMI. Si vous écoutez le FMI, il fait une économie efficace, il fait l'économie de marché, il contrôle la monnaie, c'est les mêmes mots. Ce que je reproche d'ailleurs au président Bouteflika et à tous ceux qui l'ont précédé, c'est d'avoir répété ces mots creux qui sont tout simplement des mots qui garantissent que l'argent des étrangers reste. Mais finalement, et que soit remboursé. Cette option qu'a choisie M. Bouteflika était la bonne, puisque maintenant on a un bon tapis de devises à l'étranger, on a remboursé nos dettes, et finalement c'était une bonne option. C'est une très bonne option. De mon temps, quand j'étais au gouvernement, grâce à l'Iran, j'ai eu le droit à une montée de prix de 6 mois, et pendant 6 mois, j'ai été excellent. J'ai pu doubler les salaires des fonctionnaires, les gens ne se souviennent peut-être pas, et on a pu rembourser de l'argent. Ça ne veut rien dire. Je ne peux pas dire que j'étais un bon ministre de l'économie grâce à l'Iran. J'étais un bon ministre de l'économie parce que les prix ont augmenté, malheureusement, 6 mois. Aujourd'hui, les prix ont énormément augmenté, depuis je ne sais plus combien, 7 ou 8 ans. Mais ça ne veut rien dire parce que quand vous avez de l'argent dans votre poche et vous ne savez pas ce que vous faites, vous répétez ce que disent les autres. Vous n'avez pas de politique industrielle, vous n'avez pas de politique fiscale, vous n'avez pas de politique financière. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Qu'est-ce que vous faites? Le mieux, c'est que vous le gardiez dans la poche. Et malheureusement, comme vous dites, vous êtes en même temps corrompu. Donc tous les jours, les gens vont prendre dans votre poche pour utiliser cet argent. L'Algérie est devenue, sur le plan économique, je m'excuse d'en parler, un pays extrêmement soumis. L'affaire Khalifa, voilà ce qu'on en pense. Il fallait que les Algériens disent aux étrangers « faites-nous confiance ». Et j'ai vécu cette période. Les Algériens sont venus dire « et si on créait une belle société nationale qui soit tellement belle que les étrangers sont stupides et ils vont comprendre qu'elle est sérieuse ». Ils n'ont pas eu cet argent d'une société nationale. Ils ont pris une personne privée à qui ils ont donné les fonds des assurances, des fonds publics pour faire ce travail. C'est un privé, un jeune homme qui a commencé à faire des fêtes, à inviter des artistes, à montrer que l'Algérie ressemblait aux Blancs. Mais ça ne donne rien, c'est pas pour ça que les Blancs vont mettre leur argent. Ils savent très bien que nous devons travailler. Mais il n'y a pas eu de politique. Est-ce qu'il y a une politique industrielle? Est-ce qu'il y a une politique de l'emploi? Est-ce qu'on peut dire, M. Haïdossi, que la seule politique économique de l'Algérie, c'est d'avoir transformé nos réserves de pétrole en réserves de change et que finalement, c'est le seul... Non, les réserves de pétrole, on est arrivé, je crois, jusqu'à 200 milliards. Les réserves de pétrole sont des réserves en dollars. Ces réserves sont transformées tous les jours par la Banque centrale d'Algérie en bons du Trésor en dollars et en euros. Mais pourquoi le citoyen algérien ne sent pas ce changement qui est finalement palpable? Pourquoi sa vie de tous les jours n'a pas changé? Pourquoi il n'a pas évolué? Pourquoi son salaire n'a pas été décuplé comme l'a été décuplé le prix du baril de pétrole? Que peut faire l'Algérien avec un argent qu'on a gagné qui est transformé en bons du Trésor américain et en bons du Trésor et en euros? La seule chose qu'on peut en faire, c'est de regarder comment évolue l'euro et le dollar. Si le dollar baisse, nous avons perdu de l'argent. Si le dollar reste stable, nous avons de l'argent. C'est tout ce qu'il peut voir, il ne peut pas faire autre chose. L'Algérien verrait quelque chose si on avait par exemple un fonds de développement des petites entreprises qui dit je développe, j'ai une politique des petites entreprises. Il faut la choisir dans tel domaine, et je finance ces entreprises. Je ne finance pas en achetant des matériels. Je finance en formant les gens,
en organisant les entreprises. Il n'y a pas. L'argent est stocké dans un compte. Je crois que c'est le seul pays qui n'a pas un fonds souverain. Son fonds, c'est tout simplement un fonds de stockage. C'est-à-dire, c'était vraiment une politique de nabab qui consiste à dire ça appartient à l'État, ne le touchez pas, on l'utilise quand on en a besoin. Aujourd'hui, on l'utilise pour aller dans chaque wilaya. Regardez où on est revenu. On est revenu en 1967, au plan de wilaya. Sauf qu'à la différence, en 1967, il y avait un plan. Il y avait un ministère du plan qui donnait la politique à suivre. Il faut faire tant d'écoles. Aujourd'hui, il n'y a même pas. Ce sont 3 personnes qui se réunissent et qui disent nous allons mettre tant de milliards dans tel wilaya, tant de milliards dans tel wilaya pour que les gens votent Bouteflika. Voilà à quoi sert l'économie. L'autre manière, à quoi sert l'économie, c'est de dire nous allons augmenter les salaires de 15% en 2015, bien sûr à condition qu'en 2014 vous votiez dans le bon sens. Ce n'est pas de l'économie, ça ne rapporte rien à l'économie. Et l'Algérien ne verra rien de tout cela. L'Algérien, il peut voir s'il y a de l'emploi, s'il y a des villes qui se construisent, s'il y a des jardins, s'il y a de l'eau. Est-ce que finalement, M. Heddoussi, vous pensez que le salut viendrait par une restructuration de toute l'administration et créer une économie qui soit elle-même créatrice de richesse au lieu d'une économie qui soit de l'économie de l'assistanat, comme c'est le cas actuellement en Algérie? Aujourd'hui, on a de l'argent, c'est tant mieux, on n'est pas endetté. Mais je souligne que pour ne pas... C'est 3 milliards de dollars quand même. Je souligne quand même, j'en profite puisqu'on en parle, parce que je n'en parle pas souvent, qu'aujourd'hui, on a un plan de développement en matière de pétrole. Parce qu'on nous dit, ce n'est pas nous qui le disons, on nous dit, les gens qui ont besoin de pétrole, l'Occident, nous dit, nous avons besoin de votre pétrole. Comme on n'utilise pas celui de l'Iran, on le met de côté, c'est à vous à travailler. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Algérie. Et vous devez investir 100 milliards pour nous emmener ce pétrole. Et si on ne peut pas investir 100 milliards, si on peut investir que 30, eh bien on empruntera 70 milliards. Et voilà l'Algérie qui se dit avoir beaucoup de réserves, qui va emprunter de l'argent et changer ses lois et revenir à l'endettement pour créer du pétrole pour les gens. Finalement, l'exploitation de notre pétrole va nous endetter plus que nous enrichir. Voilà l'aberration à laquelle on peut arriver. Voilà, je prends une situation réelle aujourd'hui. Le dernier rapport de l'ONPI, de l'Office international du pétrole arabe d'ailleurs, qui dit il y a 4 pays qui doivent, c'est un ordre, investir. L'Arabie Saoudite, je crois 130 milliards, et elle va le faire, l'Arabie Saoudite. Mais nous, on n'est pas l'Arabie Saoudite. Voilà. Les Émirats Arabes Unis, 100 milliards, et l'Algérie, 70 milliards. Et l'Iran, on laisse de côté. Si on était l'OPEP, l'Iran, on la met d'abord dedans. Et on protège aussi notre pétrole. Et on augmente peut-être les prix, au-delà de ce qu'on croit aujourd'hui. Bon, donc vous voyez bien que même dans les meilleurs des cas, cet argent risque de partir dans la baisse du dollar parce qu'il y a la crise en Occident. Et le dollar va baisser. Et le dollar baisse. Et les Américains connaissent leurs intérêts. Le jour où ils voudront baisser le dollar, ils ne le baisseront pas pour eux, mais pour nous. Et alors nos réserves en dollars vont chuter de la baisse du dollar. En euros, et vous savez très bien que la crise de l'euro est longue. Et que l'euro va connaître des problèmes. Et c'est nous qui allons les payer. Et en plus, on dit aujourd'hui que nous allons mettre 100 milliards pour le développement du gaz et du pétrole, uniquement pour que les gens soient heureux de continuer à bloquer les dépenses de l'Iran et à mettre l'Iran en situation de guerre. Voilà, c'est la politique qui fait Vous comprenez bien que ce n'est pas le ministre de l'économie qui fait le... Très bien, M. Heddoussi, les partisans de M. Bouteflika disent qu'il n'a pas besoin d'une campagne électorale pour son 4e mandat parce que ses réalisations parlent pour lui. L'autoroute Est-Ouest, tous ces logements qui sont distribués aux citoyens, c'est l'unique pays apparemment dans le monde qui le fait. La prise en charge totale de l'enseignement, de la médecine, le service militaire qui coûte énormément d'argent à l'Algérie. Finalement, ces réalisations qui sont palpables sur le terrain parlent aussi pour Bouteflika. D'accord, je commence par le service militaire. C'est quand même, ça nous est un peu cher dans la situation actuelle du monde arabe. Bon, le service militaire est bon si l'armée
et unie derrière le peuple. Et si elle sait se défendre, mais si elle ne sait pas se défendre devant le peuple, il ne faut plus parler comme ça. Parce qu'on a vu des grandes armées du monde arabe. Hein. On l'a vu depuis 10-15 ans. Ce qu'ont fait, les équipements qu'on a achetés. Les équipements, ce sont d'abord les hommes. Et c'est ensuite le soutien politique de ces hommes. S'il y a le soutien politique des hommes, ils peuvent se battre avec des fusils, et tant mieux s'ils se battent avec les meilleures armes. Sur les autres domaines, qu'y a-t-il en matière d'éducation? Qu'y a-t-il en matière de villes? Est-ce que vous voyez comment sont les villes algériennes? Une compagnie étrangère arrive, elle fait 1000 ou 2000 logements sur un terrain vierge et elle s'en va. Est-ce que les gens se sont posé la question ce que cet argent a fait pour les déchets? Est-ce qu'il y a un investissement pour ramasser les déchets? Il n'y en a pas. Alors, c'est là où se voit la politique économique. Est-ce qu'il y a un investissement pour protéger la nature? Non, il n'y en a pas. On achète des véhicules, par contre. Il y a des accidents. Ça, le chiffre augmente énormément. Mais il faut... Pour l'éducation, il n'y en a pas. Pour la santé, il y a des grèves. Pour l'éducation, il y a des grèves. Pour l'eau, on ne sait pas où la situation va. Où sont les villes? Comment elles sont traitées? Pour le commerce, et je reviens à la corruption, nous sommes dans une situation effrayante. La seule activité économique valable, je suis d'accord, est l'activité des ports. Et ces ports vont au commerce informel. Et ce commerce informel, aujourd'hui, noie l'Algérie. Moi, je connais ma ville, je parle de ma ville, de Constantine, je parle concrètement. Ma ville, au milieu de la vieille petite ville qui rime à rien, où tous les commerçants sont sortis, il y a 5 villes tout autour de commerce informel. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui ne peut même pas lever les impôts du commerce informel? Qui ne peut même pas contrôler la politique du stockage? À quoi sert l'argent? L'argent, il sert à faire une politique commerciale, à prendre les impôts des gens qui sont dans ce commerce. Et tout ceci ne se fait pas. Et qu'on ne me dit pas que les Algériens sont incapables. Parce que quand on était aux impôts, et les gens s'en souviennent, même si ça fait rire aujourd'hui, en 6 mois, nous avons trouvé des cadres capables de lever l'argent et de doubler les recettes fiscales. Et personne ne s'est plaint parce que c'était des politiques justes. Quand on ne fait pas de politique injuste, personne ne se plaint. Mais là, il n'y a même pas de politique fiscale. Très bien. Le taux de chômage, M. Heddoussi, est un indice très important dans la santé économique d'un pays. Le taux de chômage en Algérie est très très élevé. Pourquoi les gouvernements successifs, sous la présidence Bouteflika, ont malheureusement échoué dans le traitement de ce dossier? Parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait une planification. Je ne sais pas ce qu'est devenu le ministère du Plan. Même quand on était socialiste, on avait un ministère du Plan. Et on mesurait les emplois. Et on voyait où on en créait. Aujourd'hui, qui c'est qui voit où on crée de l'emploi? Est-ce qu'on en crée dans l'agriculture? Que pensez-vous de ce gros mot qu'on appelle l'enseigne? C'est des milliards qui sont distribués à des jeunes. On en fait tout de suite des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, sans aucune formation. Et finalement, ça n'a abouti à rien. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de politique. Il faut qu'il y ait une politique. C'est pas facile de faire une politique industrielle. Il faut qu'il y ait des gens qui aient une politique à long terme. Et il faut qu'il y ait des politiques locales. Est-ce que vous estimez, vous aussi, que donner de l'argent comme ça à ces jeunes chômeurs, c'est acheter la paix civile? Non. Par exemple, si je prends Bellecour, je ne connais pas beaucoup, mais des informations que j'ai à Bellecour, les gens achètent des camions et ils ne savent plus ce qu'ils font de ces camions. Il n'y a pas d'activité pour ces camions. Ces camions sont stockés par les jeunes qui les ont achetés. Et les jeunes vont commencer à rembourser. C'est-à-dire la banque va leur courir après, soit ce qui est stupide pour ramasser les camions, je ne sais pas ce qu'elle va en faire, soit pour les obliger à payer ce qu'ils ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas d'activité. Voilà l'exemple de l'enseigne. Est-ce que vous estimez qu'au lieu de créer de la richesse, ce procédé va créer des endettés ad vitam aeternam? J'espère qu'il ne créera pas d'endettés. J'espère que, comme pour le reste, on va effacer la dette de ces pauvres jeunes parce qu'ils n'ont pas demandé à être endettés. On leur a fait croire qu'ils allaient s'enrichir et ils ont emprunté. Ce qui est le plus terrible, c'est de s'endetter, que ce soit pour un État, que ce soit pour un individu. Et tant pis, l'argent sera perdu, mais j'espère qu'on ne les obligera pas. Et de toute façon, l'État n'a pas la capacité de les obliger à rembourser. Ça aussi, pour gagner la paix sociale, il va prêter et il va effacer les dettes, comme il l'a fait déjà pour les entreprises. Enfin, il n'y a pas de politique financière. Voilà un pays qui, au bout de 30 ans, n'a pas une banque qui tienne.
Il a fait rentrer des banques étrangères qui ramassent des dinars et qui les sortent. C'est tout. Une bombe médiatique a été lancée par le chef du FLN, M. Ammar Saadani. Il a parlé de l'ingérence des services secrets algériens, du DRS en l'occurrence, dans les affaires de l'État, dans la gestion politique. Est-ce que vous estimez que le DRS et que les services algériens ont toujours une importance primordiale dans la gestion du pays? Absolument, moi je soutiens, et c'est depuis toujours, que le DRS s'implique dans la politique du pays en permanence. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Quand j'ai été nommé, je réponds pour moi, c'est pour ça que je suis à l'étranger. Pour moi, quand j'ai été nommé ministre des Finances, j'ai interdit la présence des gens du DRS dans les entreprises. Vous savez ce qui s'est passé? Mais le DRS n'est-il pas là pour protéger notre économie, pour protéger notre pays? Ce n'est pas son métier, c'est le métier du juge. Où est le juge? Où est le juge? La loi dit que c'est le métier du juge. Et que le juge, s'il a besoin d'un policier, il appelle un inspecteur de police. Que lui, le juge, contrôle. Ça, je comprends très bien. Même s'il est très méchant, je le comprends. Mais que quelqu'un vienne du DRS, qui a une responsabilité d'orienter l'entreprise, mais qui n'a pas la responsabilité de rendre des comptes. C'est ça le drame. Ce n'est pas possible. Et le drame en Algérie était tel que 99% des dirigeants d'entreprise ont mal vécu le fait que je leur interdise d'accepter quelqu'un du DRS dans leur entreprise. Eux déjà, parce qu'ils ont dit on va recevoir des sanctions. Mais des sanctions de qui? Il ne faut pas se le cacher. Donc les gens peuvent prendre des sanctions sans rendre des comptes. Et ça, c'est une chose qui n'est pas normale. Et on m'a reproché, une des grandes choses qu'on a reproché aux réformateurs, j'en parle aujourd'hui, c'est qu'ils ont refusé de demander l'autorisation du DRS pour nommer les cadres. Et nous avons nommé ou dénommé des préfets sans demander au DRS. C'était le drame. Comment vous pouvez vous permettre de nommer ou de dénommer des préfets sans demander? Et ça fait partie de la vie réelle. Aujourd'hui, c'est fini. Ce n'est ni de ma faute, j'en ai pas parlé. Personne n'en a parlé. Personne ne voulait, dans le drame dans lequel vivent les pays, parler de l'armée. C'est le chef du FLN, c'est les règlements de compte internes du système qui pourrit qui a parlé de l'armée. Personne dans l'opposition n'a parlé de l'armée. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on le leur reproche et on les menace par déclaration du président de la République. Mais ce n'est pas eux qui a parlé de DRS. C'est au cabinet du président de la République qu'on a parlé du DRS. C'est le seul endroit où on a attaqué l'armée. Monsieur Heddoussi, j'ai été très surpris de vous lire. Vous avez combattu cet esprit qui a mis un frein à la démocratie en Algérie, le coup d'État comme vous l'appelez. L'une des phrases qui m'est restée en tête, c'est celle de M. Hamrouche, qui a dit textuellement à M. Nazar c'est Khaled à vous de jouer. Et là, apparemment, vous dites que c'est l'homme de la situation. Je n'arrive pas un petit peu à comprendre. C'est l'homme de la situation, Hamrouche. Hamrouche a dit à Nazar... Oui, non mais qui c'est l'homme de la situation? Vous parlez de Hamrouche, oui, d'accord. J'ai eu peur quand vous disiez monsieur Nazar. Ne pensez-vous pas qu'il a aussi une responsabilité historique dans ce qui s'est passé en Algérie? Non, il n'a aucune responsabilité historique. Monsieur Hamrouche a quitté... Il était chef du gouvernement lorsque... Monsieur Hamrouche a quitté le gouvernement. Je ne me souviens plus de la date, je crois que c'est le 2 juin. Lorsqu'on lui a dit « Tu peux rester chef du gouvernement en enlevant ton ministre de l'Intérieur ». M. Hamrouche, qui était un grand démocrate, il a réuni 3 personnes et on lui a dit « On ne reste pas, on est le gouvernement, personne ne nous donne des ordres ou on s'en va tous ». Et c'est comme ça qu'il est parti. Mais pourquoi a-t-on voulu changer le ministre de l'Intérieur? À l'époque, on ne le savait pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'il leur a fait, ce pauvre homme? Pour qu'il change le ministre de l'économie, on voit bien. C'était la corruption, c'était bon. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il leur a fait? On l'a su 6 mois après. Parce que 6 mois après, on a nommé M. Al-Arbi Belkhir comme ministre de l'Intérieur. Et le lendemain, on a eu les polices parallèles. Voilà la réalité. M. Hamrouche... Donc, M. Hamrouche a quitté et moi j'en avais pas la conscience politique. Mais je sentais que c'était dangereux, qu'il y allait y avoir des morts. Et je lui ai dit, je ne passe pas 1 minute encore dans un gouvernement où il risque d'y avoir un mort. Il y avait encore des gens
qui était au champ de manœuvre, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, et devant le Trésor. Monsieur Heddoussi, c'est un réel plaisir de parler avec vous. Le temps nous est compté. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une seule condition que je pose. Vous voyez, moi, je suis optimiste parce que, comme je vous dis, c'est un moment politique très important pour les Algériens. Et comme tous les hommes politiques, je ne suis pas tellement économiste, je souhaite que ça bouge, que ça rapporte quelque chose. Je voudrais que les Algériens s'organisent là où ils peuvent, comme ils peuvent, à 3, à 10, et qu'ils pensent leurs problèmes, comme on l'a vu tout à l'heure pour des femmes et des hommes. Qu'ils pensent à leurs problèmes, qu'ils s'occupent de leurs problèmes, comme vous avez dit, leurs problèmes économiques de tous les jours. Le prix de l'argent, la manière de boire de l'eau, la manière de vivre en ville, la manière d'aller à l'école, c'est la seule manière de faire de la politique. À ce moment-là, les gens verront que le peuple est organisé en petites associations, qu'il s'occupe de ces problèmes, et les gens, je vous assure, à ce moment-là, je serai positif. Parce que même s'il y a pire, même s'il y a des chars, on ne peut pas attaquer avec les chars tout le monde. On peut attaquer avec les chars les gens qui écoutent la propagande. Mais on ne peut pas attaquer avec les chars les gens qui parlent entre eux de la justice. Merci beaucoup, M. Heddoussi. C'était sans détour et c'est fini. Barakallahu fikoum. Salam alaikum Azul.